Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Télésud pour partager avec vous un gros caprice littéraire, surtout en ces temps instables. L'invitée que je reçois est d'origine martiniquaise, elle est magistrate, elle a été procureure à Dieppe, en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Elle vient d'écrire un essai, Fin de règne, Anne, solitude de France. Valérie Cadignan, bonjour. Bonjour Madame Dreline, et merci bien de me recevoir sur votre plateau. Oui, Patricia, c'est bon. Très bien, Patricia. Alors, c'est votre premier essai? C'est le premier en tout cas paru chez l'éditeur Présence africaine. Voilà, c'est un essai qui est paru récemment, en décembre dernier, mais c'est un essai que j'ai écrit il y a quelques temps déjà, c'était en 2010, on y reviendra peut-être plus tard, et qui malheureusement conserve encore aujourd'hui son actualité, me semble-t-il. En effet, eh bien c'est ce qu'on découvre tout de suite en ouvrant le premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Tout d'abord, Valérie Cadignan, expliquez-nous le titre de votre essai, c'est « Fin de règne, Anne, solitude de France ». Oui, le titre peut intriguer, ça je le conçois fort bien. Donc commençons par Anne, solitude de France. Alors Anne, sans doute aussi, c'est un clin d'œil à l'état civil qui peut être parfois un peu capricieux sous les cieux d'où je viens. Par exemple, quand on a un père dont le premier prénom est Mathilde et une mère dont le premier prénom est Alfred, et que son premier prénom à l'état civil est Anne, mais qu'on se fait appeler Valérie, effectivement, ça peut donner quelques troubles qui m'ont affectée, notamment lorsque j'ai écrit ce livre. Et solitude, pourquoi? Parce que solitude, c'est une figure qui est très importante pour moi dans ma construction personnelle. C'est la figure de solitude, la mulâtresse solitude, qui est très connue en Guadeloupe, très connue également en Martinique, en Guyane, et qui a été proposée en 2014 lorsque la panthéonisation de deux femmes a été demandée. Solitude, la mulâtresse, a été proposée, mais n'a pas été retenue. Et c'est une femme qui est une figure de courage, une figure aussi de défi face aux résistances de la société dans laquelle elle vivait, puisque elle est morte en 1802. Elle est morte alors que l'esclavage qui avait été aboli par la Convention a été rétabli en 1802. Donc c'est solitude, c'est cette mulâtresse qui a été célébrée notamment par André Schwarzbart dans son livre La mulâtresse solitude, et par son épouse récemment aussi dans un livre en 2015. Alors qu'est-ce qui vous a poussé parce que la plupart des écrivains, des auteurs commencent par un roman, et vous c'est par un essai. Qu'est-ce qui vous a poussé, donc motivé pour écrire un essai? Oui, sans doute, je ne suis pas écrivain, je ne suis, comme vous l'avez rappelé, je suis magistrat, mais effectivement je vis dans mon monde, je vis dans une société, j'ai grandi dans une société, j'ai grandi dans un monde en Martinique, et j'évolue aujourd'hui dans un autre univers, et parfois le contraste peut être saisissant, et donc j'ai voulu modestement à mon niveau effectivement faire un essai avec des réflexions sur le vivre ensemble et sur les difficultés persistantes qu'on rencontre aujourd'hui dans la société française, qui font que régulièrement on a l'impression que des feux s'allument, que des feux s'éteignent, et que ces feux se rallument au fil des interventions des uns des autres, des mots qui sont lancés sur la scène médiatique. Dès les premières pages de votre essai, la page 11 exactement, il y a une phrase qui m'a interpellée. Vous dites « Il m'aura fallu atteindre l'âge de 37 ans pour me découvrir noire ». Oui. Alors je vous rassure, aujourd'hui j'en ai 45, mais effectivement à 37 ans, c'est l'âge que j'avais quand une forme de prise de conscience, alors peut-être naïve, mais pour moi qui a été extrêmement importante. Cette prise de conscience, elle est née par deux événements qui m'ont profondément marqué. Le premier, ça a été l'accession à la présidence américaine de Barack Obama, qui a été porteur d'espoir pour beaucoup. D'ailleurs, il y a deux écrivains que j'aime beaucoup, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, qui en 2009 lui avait écrit une adresse au président Obama, l'intraitable beauté du monde. Et le deuxième événement qui m'a profondément marqué, c'était la situation désespérée de Haïti suite au séisme survenu le 12 janvier 2010, qui a fait plus de 220 000 morts et
230 000 blessés. Et effectivement, on a vu à cette occasion une forme de générosité spontanée, de ferveur, mais venant de tous les coins du monde, de personnes qui n'avaient aucun intérêt manifeste et qui se sont portées au secours de cette première république noire qui a été Haïti. Et donc voilà, ces deux événements se sont un peu télescopiques, comme je le dis dans mon essai, et il y a eu une prise de conscience que, alors même qu'on pouvait avoir le sentiment que les choses avaient évolué, eh bien que non, il y avait un espoir, mais que cet espoir restait quand même fragile. Alors justement, dans votre ouvrage, c'est le regard de l'autre qui nous détermine ou qui apporte des préjugés et qui cause justement des désagréments. Alors vous parlez de l'anthropologie, de l'empathie, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre arrive à nous accepter, en nous comprenant, nous aimant, en ayant cette empathie de nous comprendre, quoi. Oui, donc je cite Mme Lapierre qui a parlé de cette empathie, mais également il y a une référence qui est très forte dans ma construction personnelle, c'est celle qui a été apportée par Édouard Glissant et qui lui développe une identité-relation. Voilà, tout à fait, une poétique de la relation et qui, devant le chaos du monde, il parle du chaos monde, explique que finalement l'imaginaire, il a une force impressionnante puisqu'il peut à la fois permettre de comprendre ce chaos monde, mais en même temps, il peut permettre également à l'individu de chanter le lieu dans lequel il se trouve. Donc en fait, c'est cet étirement qui fait aussi cette entrée en relation des uns et des autres. Et il a une expression que j'aime beaucoup, qu'il a reprise à Deleuze, à Gilles Deleuze et à Félix Guattari, qui est le rhizome, l'identité rhizome. Et donc il oppose l'identité avec une seule racine qui, quand elle s'étend, tue ce qui est autour d'elle, et il la compare à l'identité avec plusieurs racines qui, elles, vont les unes au contact des autres. Et donc c'est ainsi qu'il parle de créolisation du monde. Oui. Et voilà. Et donc c'est vraiment cette éthique, cette poétique de la relation, le fait d'entrer en contact les uns avec les autres. Et vous l'aurez compris, vraiment, enfin j'espère que c'est clair en tout cas. Il ne s'agit pas d'affirmer une identité noire. Il s'agit d'essayer de comprendre comment mieux vivre ensemble, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, et surtout tous les bénéfices qui seraient à tirer de ce vivre ensemble pacifié, même si c'est une vision qui peut paraître naïve. Alors bien sûr, quand vous parlez de vivre ensemble, c'est parler aussi vivre avec les personnes qui ne pensent pas, qui n'acceptent pas l'autre. Donc vous dites, être raciste, c'est être ignorant ou feindre de l'être, c'est être de mauvaise foi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que rien n'est plus facile que de dénicher, que d'identifier le racisme ordinaire, le racisme éhonté, celui qui s'affirme clairement. Ça, c'est très facile à identifier, à éviter à la limite si on le souhaite. Mais ce qui est plus compliqué, c'est le racisme insidieux qui peut être véhiculé alors même qu'on n'en est pas conscient soi-même. C'est-à-dire que moi, je peux être raciste, en tout cas, je peux avoir des attitudes, voilà, sans même m'en rendre compte, parce qu'il y a des processus qui sont anciens et qui sont à l'œuvre en moi-même, sans même que je le sache. Donc moi, ce que je trouve important, et je ne prétends pas y arriver, mais je pense qu'une réflexion profonde doit être menée. Je pense que la réflexion doit être menée sur la détection de ces nœuds qui sont invisibles, mais qui font que finalement coudre le tissu de la société, le tissu sociétal ensemble est compliqué, parce que ces nœuds empêchent les uns les autres de vivre ensemble et de façon paisible. Donc la difficulté pour moi, c'est de traquer, d'identifier dans les paroles, dans ce qui passe à la télévision, dans ce que nous lisons, d'identifier ce qui peut aujourd'hui encore continuer à heurter certaines sensibilités, et sans tomber dans le politiquement, pas poétiquement, mais le politiquement correct. Évidemment, c'est un écueil qu'il faut éviter, mais il y a des mots qui blessent, il y a des attitudes qui blessent, il y a des situations qui blessent.
Page 24, pourquoi s'obstiner à prétendre que nous sommes égaux? À force de vouloir faire tomber le couperet de l'égalité pour mieux formater les individus, pour mieux les comparer, on aboutit irrémédiablement à une insoutenable oppression. Oui. C'est-à-dire, dans cette partie du livre, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il ne suffit pas d'affirmer que nous sommes libres et égaux en droit. Il ne suffit pas d'affirmer que la devise de la République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, et de dire ensuite circuler, il n'y a rien à voir, ou encore de dire finalement la République donne les correctifs, offre les correctifs aux inégalités, puisque, par exemple, les anciens colonisés se sont servis de tous les outils, de tout l'arsenal juridique proposé par la République. Il ne suffit pas de dire ça pour éluder tout le débat sur les égalités et les inégalités au sein de la société. Je pense qu'effectivement, à force de dire, d'affirmer de façon simpliste parfois que nous sommes égaux sans essayer de comprendre les différences que nous avons les uns avec les autres, sans essayer de comprendre la volonté qu'on peut avoir d'affirmer une différence, eh bien, on en arrive à une oppression, à une dictature, la dictature de l'égalité à tout prix. Alors, en parlant justement d'égalité d'oppression, il y a dans votre ouvrage, vous faites référence un moment au chiveletta, c'est-à-dire aux faux cheveux, perruques, tissage et tout. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a l'impression que même déjà dans la communauté noire, c'est-à-dire qu'il y a cette oppression, c'est-à-dire qu'on ne s'affirme pas, on n'accepte pas ses propres racines si on ne met pas dehors ses cheveux naturels. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre en 2010, il n'y avait pas encore tous ces mouvements sur le retour du cheveu naturel, l'affirmation de la beauté du cheveu noir. D'ailleurs, il y a un très joli livre qui a été écrit là-dessus par Laurent Safou, Comme un million de papillons noirs. C'est un ouvrage à destination de la jeunesse qu'on trouve en vente sur Internet et qui part d'une citation de Toni Morrison qui compare la chevelure de la femme noire à un million de papillons noirs. Et cet auteur a écrit un album pour une petite fille noire, Adé, à qui elle dit tu es belle, tu es précieuse, etc. Donc ce rapport, on va dire, que la femme noire peut avoir avec ses cheveux, c'est vraiment quelque chose qui est éminemment politique. Et en fait, je le disais en 2010, mais effectivement, c'est une question, il y a des questions d'identité, des questions il y a un auteur qui a parlé de viol de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une petite fille qui grandit entourée de poupées aux cheveux lisses, de poupées Barbie, etc., comment peut-elle s'identifier à autre chose que ce qu'elle voit autour d'elle, ce qu'elle a comme jeu, etc. Donc, effectivement, je trouve, à titre personnel, là je ne parle que de mon point de vue, je trouve qu'il est extrêmement compliqué d'affirmer ses choix parce qu'on a toujours l'impression, quoi qu'on fasse, qu'on est en train d'affirmer quelque chose qui nous dépasse et de politique à travers le choix des cheveux qu'on porte ou bien de la coiffure qu'on arbore. Mais c'est marrant parce qu'on peut aussi inverser, c'est-à-dire dire mais alors si la femme caucasienne, européenne avec ses cheveux lisses veut les avoir frisés, faire des balayages de certaines couleurs, les cheveux noirs, les rendre comme ça, c'est-à-dire qu'elle refuse ses origines, elle renie ses origines. Vous avez raison, effectivement, non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, mais c'est aussi peut-être la maturité, le fait de prendre confiance en soi, à un moment donné, toute femme, effectivement, qui s'affirme, choisir ce qu'elle veut sans qu'on puisse lui imposer, la critiquer des choix qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même que dans nos sociétés, en tout cas pour la société que moi j'ai connue, la société antillaise, c'est une question récurrente. Et chiveletta, c'est une expression qu'il y avait à l'époque où je vivais encore là-bas. C'était cette façon de dire que vous avez emprunté vos cheveux à l'État qui ne sont pas les vôtres. Bon, c'est une façon un petit peu violente quand même de voir les choses. Mais bon, voilà. Mais avant tout, c'est d'être bien dans son corps. Exactement. Alors, vous posez donc ce regard de l'autre qui est très, très important. Et j'ai bien aimé cet
l'exemple du film de François Luciani, L'homme qui venait d'ailleurs, avec l'acteur Alex Desca, ou je ne sais pas si c'est Descas ou Desca. Oui, bah, j'ai jamais su, mais c'est un acteur que j'adore vraiment, qui est très beau, qui est très élégant et qui joue très bien. Et j'avais lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai non plus, qu'en fait, il avait poursuivi sa carrière à l'étranger. À l'étranger, voilà. Et je vois plus aux États-unis. Voilà, voilà. Et parce que notamment là-bas, les rôles étaient moins stéréotypés. Et ça me fait penser récemment, il y a une mini-série qui est passée sur Arte qui s'appelle Aurore, où il y a un acteur noir qui effectivement joue un rôle, où sa couleur n'a absolument rien à voir et est complètement indifférente au rôle qu'il joue, mais c'est assez rare de voir ça à la télé. Et c'est vrai que quand on compare avec moi un film qui m'a profondément marqué, comme je l'indique dans le livre, dans ma jeunesse, qui était Autant en emporte le vent, c'est vrai que ce film, qui est quand même monumental, que j'ai encore revu à Noël, ce film, moi quand j'étais enfant, c'est la première fois que j'entendais parler de personnes de couleur. Je ne savais pas ce qu'était une personne de couleur. Et également, effectivement, je dois l'avouer, identifiée totalement à Vivian Leigh, Scarlett O'Hara, et pas à Tim McDaniels, qui était Mama, la grosse bonne qui se ni à Prissy, qui était la petite, c'est la Butterfly McQueen, qui était la petite servante un peu stupide. Et voilà. Sans compter que les voix françaises accentuent énormément. Voilà, pour monter, la carnation, de la peau, quoi. Voilà, tout à fait. Le regard de l'autre aussi peut donc nous déterminer, nous définir et nous faire changer aussi notre vision de l'autre. Vous pensez que nous sommes, pour conclure, dans une France un peu qui est plutôt peu ouverte, qui est repliée sur elle-même? Et c'est cela votre combat, vous, maintenant, c'est d'essayer justement que les yeux s'ouvrent Moi, je pense qu'au contraire, la France, c'est vraiment un laboratoire où il peut se passer des choses très intéressantes. C'est-à-dire que c'est quand même un des rares pays européens où il y a tant de diversité dans la population. C'est un pays qui a les outils juridiques pour effectivement faire advenir ce vivre ensemble pacifié. Et effectivement, un pays où il y a vraiment des bonnes volontés. Il y a des gens qui s'engagent pour des causes qui, a priori, ne les concernent pas. Donc, je pense que je pense qu'au contraire, c'est un laboratoire intéressant. Et effectivement, dans cet ouvrage, ce que je veux mettre en évidence, c'est que toutes ces personnes qui sont peut-être frustrées aujourd'hui de ne pas se sentir une place dans la société, si elles n'avaient plus à se prendre, entre guillemets, la tête avec toutes ces questions-là, si elles-mêmes, elles étaient aussi pacifiées dans leur façon dans le rapport qu'elles ont avec les autres, eh bien, ce serait une libération d'énergie considérable et pourrait faire autre chose et pourrait vraiment, de mon point de vue, ça ne peut qu'être bénéfique à la société dans tout son ensemble. Donc, je suis assez optimiste si certaines mesures positives sont prises pour effectivement aider à dépasser toutes les difficultés évoquées. Et juste pour terminer, Règne. Règne. Effectivement, c'était juste un petit clin d'œil parce que en écrivant, j'ai réalisé qu'il suffisait d'inverser quelques lettres pour transformer le règne en nègre ou le nègre en règne. Et donc, j'ai trouvé que l'anagramme était intéressant. Merci beaucoup, Valérie Cadignan. L'émission n'est pas encore finie. Nous en passer, bien sûr, à carte sur table. Comme je le disais en début d'émission, alors vous êtes magistrate, vous avez été, vous n'êtes plus procureur de la République à Dieppe en Normandie, dans le nord de la France. Alors, on se dit magistrate, procureur, mais toute petite, vous vouliez déjà être dans ce domaine, dans ce monde judiciaire, juridique Non, en fait, non, pas du tout. Et je ne crois pas à la
prédestination. Je crois que, en fait, au fur et à mesure des rencontres qu'on fait, surtout, qui sont absolument essentielles, on va rencontrer des personnes qui vont nous donner envie d'eux, qui vont nous conduire vers le métier qu'on va pratiquer, d'ailleurs qu'on va pratiquer peut-être temporairement, peut-être pas, peu importe. Et c'est pour ça que, effectivement, toutes les initiatives qui conduisent à faire découvrir des univers professionnels à des jeunes, à ouvrir vraiment les portes de professionnels à des jeunes qui n'ont pas forcément d'idées précises sur ce qu'elles, des personnes qui n'ont pas d'idées précises sur ce qu'elles veulent faire, eh bien c'est vraiment une excellente chose. Mais encore faut-il que tout le monde joue le jeu et que tout le monde ait accès à des stages ou à des milieux professionnels qui permettent cette ouverture sur le monde. Donc non, au départ, je voulais être prof. Oui. Et donc je suis devenue magistrat parce que je n'ai pas été prof. Voilà. Mais c'est-à-dire votre parcours, donc c'est-à-dire il faut faire passer le concours de l'école de magistrature. Oui, tout à fait. Alors pour devenir magistrat, il y a plusieurs voies d'accès. La voie d'accès la plus courante, c'est celle qui consiste à l'issue d'un cursus d'études de droit, donc master de droit, voilà, passer un concours qui vous permet d'intégrer l'école nationale de la magistrature qui est située à Bordeaux. Oui. Voilà. Et ensuite, à l'issue de 3 ans de formation, vous devenez magistrat. Et vous êtes nommé, mais après 3 années de formation. Donc voilà, c'est un métier que j'exerce personnellement depuis l'an 2000. Oui. Voilà. Alors quand vous dites avec passion, j'imagine qu'il doit y avoir des affaires passionnantes, mais vous, en tant qu'humain, est-ce qu'à un moment, on laisse de côté la loi et on regarde cette personne, cette victime, ou peut-être, comment dire ça, l'auteur voilà, du méfait, est-ce qu'à un moment, vous pouvez, c'est le cœur qui parle, au-delà de la loi Ça existe chez les procureurs. Mais en fait, les magistrats sont des hommes et des femmes, surtout des femmes d'ailleurs, puisque la majeure partie des magistrats sont des femmes, et sont des mères de famille, sont des épouses, elles sont dans la sont dans la société et donc le travail qu'ils font, mais comme beaucoup de métiers, c'est un travail qui les transforme, qui nous transforme de l'intérieur, parce qu'effectivement on ne peut pas être indifférent à cette matière qui est une matière humaine que tous les jours on voit et qui n'est pas de la matière d'ailleurs, le terme n'est pas bien choisi, mais en tout cas voilà, on travaille comme vous l'avez dit sur de l'humain, et donc forcément on est modifié par ce travail et par les rencontres qu'on fait. Et est-ce qu'il y a des souvenirs justement où à un moment votre cœur a plus parlé que la loi? Est-ce que non, j'ai quelques affaires. Non, mais bien sûr, j'ai quelques affaires qui me restent en mémoire, mais j'ai surtout des moments où j'ai dû, comment dirais-je, essayer de faire la part des choses, essayer de me préserver, ma vie privée de ce que je vivais au travail, parce que c'est vrai que c'est un métier qui peut être envahissant dans la sphère privée si on n'y prend pas garde. Mais effectivement, j'ai des souvenirs, j'ai des personnes que j'ai croisées qui m'ont absolument marqué à jamais. J'ai des moments difficiles, des moments de drames humains qui m'ont profondément marqué. Et effectivement, c'est un métier qui ne laisse pas indifférent, qui ne peut pas laisser indifférent. Alors quand vous parliez justement de votre sphère privée, donc la sphère familiale, comment arrivez-vous à gérer justement, je suis magistrate mais en même temps mère de famille, il ne faut surtout pas que mon métier déborde dans ma sphère familiale? Alors je dirais que c'est propre à beaucoup de professions, voire toutes les professions, et que parfois c'est une question vraiment d'équilibre dans les temps de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Je pense qu'à titre personnel, en tout cas, c'est important de travailler, voilà, travailler, quel que soit le travail, mais travailler, et que pour les gens qui sont avec vous, qui vivent avec vous, vous savoir occupé par autre chose que par eux, pour en
un enfant, savoir que sa mère est au travail au lieu d'être sur son dos, ça peut être aussi une très bonne chose. Donc, c'est aussi une condition de notre épanouissement personnel. On a grandi, les femmes de ma génération, et puis celles d'avant et celles d'après, avec cette idée que être autonome, c'est quelque chose d'important, oui. Travailler, c'est quelque chose d'important. Donc, effectivement, je pense que si je suis bien au travail, même si je passe pas tout le temps que je voudrais passer avec mes enfants, je pense qu'ils sont heureux pour moi, et donc voilà. Donc ça m'aide à supporter la culpabilité que je peux parfois avoir. Merci beaucoup de vous être dévoilée, Valérie Cadignan. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Votre coup de cœur, c'est un auteur américain. Oui, c'est James Baldwin. Je dois avouer mon ignorance jusqu'au film qui m'a profondément marqué, le film de Raoul Peck qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle I'm Not Your Negro, et qui est un film qui a été réalisé à partir d'un livre dont James Baldwin avait écrit seulement une trentaine de pages, et qui s'appelle, je ne me rappelle plus le titre de cet ouvrage de 30 pages, mais en tout cas, c'est à cette occasion que j'ai découvert l'engagement de cet auteur qui a écrit sur 3 figures majeures, donc Medgar Evers, Martin Luther King et j'oublie le dernier, excusez-moi, ça va me revenir. Voilà. Et donc il a écrit là-dessus, mais surtout il a écrit un livre. Donc du coup, après ce film, j'ai lu un livre de lui qui s'appelle La Conversion. C'est le titre en français, et qui a été écrit en 1953. Et donc ce livre, c'est vraiment un livre qui m'a profondément marqué, parce qu'on y voit à la fois tout le réalisme de la société dans laquelle vivait le héros, qui est un jeune garçon de 14 ans, qui, le jour de ses 14 ans, finalement, va avoir une révélation de ce qu'il doit faire de sa vie. On saura que c'est un peu autobiographique, et que James Baldwin, il est devenu écrivain, alors même qu'à un moment donné, il a vécu dans un milieu très croyant. Oui. Et donc... oui, pardon. Non, du Sud. Il a grandi à Harlem. Oui. Voilà. Et donc, donc finalement, ce livre montre, je trouve, qu'il faut à un moment donné aussi dépasser les blessures, et aller de l'avant, aller vers l'autre, et aussi vaincre les hypocrisies, parce que c'est un livre qui dénonce l'hypocrisie du système, l'hypocrisie du père adoptif du héros, qui est pasteur, mais qui mène une vie qui n'est absolument pas, qui ne correspond pas à ses prédications du dimanche. Et donc, finalement, l'hypocrisie, elle est aussi à l'intérieur même de la famille dans laquelle il évolue. Elle est dans la société globale, qui est une société raciste de l'époque aux États-Unis, oui. Mais également au sein de la famille, toutes les hypocrisies que ça engendre. Donc, c'est un appel finalement à aussi démasquer d'une certaine façon ces hypocrisies. Eh bien, merci beaucoup, Valérie Cadignan, de nous avoir présenté votre coup de cœur de James Baldwin, donc La Conversion. Et puis, vous êtes venu nous voir pour votre ouvrage. C'est un essai qui s'intitule Fin de règne, Anne, solitude de France, paru chez Présence africaine. Merci beaucoup, Valérie Cadignan. Merci, Patricia. Alors, quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, et oui, comme d'habitude. En tout cas, merci de votre fidélité, continuez comme ça, et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir et à bientôt.